Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour Elodie. Je suis très heureuse de te recevoir pour ce nouvel épisode de podcast. L'épisode va être un petit peu différent des autres. On va pas forcément plonger dans ton astrocartographie et ton profil de voyageur astro, mais vu qu'on aime beaucoup échanger ensemble, je me suis dit que ce serait l'opportunité de parler simplement de voyage. C'est la vie et le hasard des choses qui nous a fait que nos routes se sont croisées. En tout cas, je me trouve avec beaucoup de points communs, puis on a toujours des échanges qui sont hyper intéressants et très riches. Alors, c'est pour ça aussi que je suis très contente que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter Merci. en quelques mots, dire ce qui t'anime, qui tu es? Mais merci. Moi, je suis ravie aussi d'avoir ce temps ensemble. Donc moi, c'est Anaïs. Je dirais que je me définis plutôt comme une exploratrice passionnée de voyage. Et dans le mot exploration, je mets aussi bien explorer de nouvelles contrées, donc les voyages, de nouveaux territoires, de nouvelles cultures. Mais il y a aussi explorer l'humain. Et essayer de mieux comprendre l'humain dans sa diversité, dans sa complexité. Et donc, voilà, c'est comme ça que je pourrais me définir, je pense. Trop chouette. Je me retrouve beaucoup dans tes mots aussi. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à connecter sur plein de sujets. Est-ce qu'il y a des pratiques en particulier que tu as explorées que tu veux nous partager ou pas forcément? Les pratiques que j'ai explorées, oui, il y en a. Alors, il y a la méditation que j'ai découverte un peu par hasard à travers la marche et la randonnée. Mm. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je marchais longtemps et j'étais beaucoup dans la nature. J'avais un mode de voyage nomade. Et du coup, ces longues marches euh, m'ont fait lâcher le mental à un moment et m'ont permis de me connecter à autre chose. Ça a démarré comme ça. Et puis après, en rentrant, la méditation, elle est revenue toujours de manière un peu inattendue, avec des temps d'immersion ou de contemplation face à l'océan, parce que moi, j'adore l'océan. Je me sens très en lien avec cet élément. Et puis avec la musique aussi, avec le son et avec l'écriture. Voilà, ouais, il y a aussi un chemin avec l'écriture qui parfois peut être de l'écriture automatique ou d'autres fois de l'écriture plutôt créative ou intuitive. Mm. Voilà pour la méditation. Et sinon, comme autre pratique, euh, ouais, j'ai découvert la biodanza, donc c'est de la danse. Ça signifie danse de la vie, donc c'est plutôt une forme de danse libre, on va dire, même si c'est très encadré. Euh, voilà, parfois je pratique. En tout cas, cette pratique a été aussi une révélation parce que ça a été un moyen de s'explorer soi, voilà, de se connecter à autre chose et c'était assez merveilleux, voilà. Et ça, tu l'as découvert lors d'un voyage ou... Pas du tout, je l'ai découvert parce que je suivais une formation en psychologie transpersonnelle et dans le cadre de cette formation, je me suis fait de nouveaux amis, des nouvelles connaissances et une copine pratiquait la biodanza, elle m'a fait découvrir et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait de nouvelles rencontres et je me suis aperçue que pas mal de personnes pratiquaient. Donc je suis allée tester et puis ça m'a bien plu et puis j'ai fait un stage et puis je me suis inscrite à des cours hebdomadaires. Et voilà, j'y vais, on va dire qu'actuellement j'y vais plutôt occasionnellement. C'est pas une pratique régulière comme la méditation. D'accord. Et je connais vraiment pas du tout. Ça te permet de, je sais pas, de libérer tes émotions ou te connecter à... Ouais, 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 tout à fait. En fait, c'est thérapeutique parce que ça permet vraiment de se reconnecter à soi, de se connecter aussi aux autres, hein, de mieux appréhender les relations avec les autres. Parce que des fois, on danse seul, des fois, on danse à deux, des fois, on danse en rond ou à plusieurs.
Et du coup, c'est toute une danse avec soi et avec le monde. Et en fait, ça permet vraiment de lâcher, d'exprimer des émotions, de, ouais, de retrouver aussi une tendresse envers soi. Et c'est vraiment une exploration. Voilà. Et moi, j'ai adoré. Mm. J'ai vraiment jamais entendu parler de ça. Mais il y a tellement de choses qui existent. Du coup, pour revenir au sujet du voyage, ton premier voyage, c'était quand? À quel moment de ta vie? Est-ce que tu as voyagé avec tes parents ou est-ce que c'est vraiment Hmm. toi, une fois adulte, que tu as commencé à explorer le monde? Alors, mon premier voyage, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit à l'étranger, donc ça, je vais peut-être pas. Enfin, quoi que si je vais l'inclure. En fait, une partie de ma famille vit au Portugal, donc ça fait partie des premiers voyages que j'ai fait toute petite. Mais je le mets un petit peu à part parce que c'est pour aller voir la famille. J'ai un oncle aussi qui vit aux Antilles, en Martinique, donc ça a fait partie aussi des premiers voyages. Mais je dirais que les voyages plus marquants, ça a été les tout premiers avec mes parents. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais peut-être 16 17 ans. Donc il y a eu la Martinique, il y a eu l'Italie, le Brésil. Mais ça a démarré comme ça. Il y a eu l'Égypte aussi. Et sur les premiers voyages, j'étais animée par quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, je faisais des études d'histoire de l'art. Mm. Et donc, l'Italie et l'Égypte, par exemple, j'étais fascinée parce que je suis allée là-bas aussi pour asseoir un peu ma culture en histoire de l'art et la déployer. Mm. Donc, en fait, j'étais un peu là-bas comme une guide exploratrice. Je servais de guide à ma famille et il y avait vraiment cette soif de mieux connaître et de découvrir. Je veux dire, la culture égyptienne plus que l'Italie, c'était vraiment ben ouais, la sculpture, la peinture, l'architecture. Et l'Égypte, c'était plutôt les temples hein, et les ruines antiques. Voilà, ça a démarré comme ça. Et après, il y a eu le premier voyage plutôt indépendante, mais pas seule, hein, qui s'est fait à la fin de mes études, hein. Puisqu'à la fin de mes études, j'ai candidaté avec deux copains à une coopération internationale. Et on est parti au Vietnam. Donc, on était une équipe de trois. Et, euh, et donc, on est allé faire un stage là-bas. Mais bon, je trouve que c'était plus qu'un stage parce qu'on avait quand même des responsabilités et on a mené un vrai projet qui s'est réalisé. Et du coup, ça a été la première grande aventure qui a duré 8 mois pour le Vietnam, peut-être 7, je ne sais plus. Puis après, après le Vietnam, ben, on est chacun parti de notre côté et on est allé visiter des pays alentours. Voilà. Et le Vietnam a été magique comme expérience parce que bon, on était là-bas pour travailler, mais humainement, ça a été extraordinaire de découvrir cette culture pour laquelle moi, j'avais pas d'attirance pour le coup, de découvrir des gens extrêmement gentils, généreux. Et en fait, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé être dans les villages, aller voir les ethnies, essayer de comprendre leur mode de vie. Il y avait tout un travail sociologique, en fait, ben, à mener naturellement pour pas passer à côté du projet. Et ouais, humainement, un vrai cadeau d'être avec ces gens. Et quand je suis partie, ça a été très dur, hein. J'ai été très triste et le deuil de ce voyage a été compliqué. Mais en fait, j'avais pas du tout conscience que tu étais partie au Vietnam. Je le découvre. Je sais pas pourquoi. On n'en avait pas forcément parlé auparavant. Oui, oui, Et oui. c'était où exactement au Vietnam que tu étais Donc moi, partie? j'étais à Baca. Baca, c'est une ville qui est dans le nord-ouest du Vietnam, à côté de Sapa, qui est plus connue. Donc c'est dans les montagnes et à proximité de la frontière chinoise. Et Baca, c'est une ville de 50 000 habitants de mémoire qui est connue pour le marché des ethnies. En fait, il y a les longues fleurs qui descendent de leur village tous les week-ends pour aller vendre leur artisanat et leurs produits, voilà. Ah, mais c'est génial. Et tu as vécu, du coup, un petit peu reculé du monde parce Ouais, que, alors on vivait quand même, on vivait bien dans le sens où on était nourris, logés, blanchis.
Et on était dans un hôtel. Bon, ça reste un hôtel vietnamien, donc c'est un autre confort, je le précise, parce que là-bas, sur les lits, il n'y a pas de matelas, hein, c'est du bois. Mais, euh, mais ouais, on était très privilégiés et j'ai apprécié être en zone rurale. Et moi, j'adorais être à la campagne parce qu'il y avait ces villages. Les villages, c'est magnifique, c'est complètement préservé. Et mes deux copains, eux, ils aimaient plus que moi aller à la ville et monter sur Hanoï. Donc, de temps en temps, je montais, mais j'ai mis du temps à aller sur Hanoï parce que je n'arrivais pas à apprécier cette ville. J'étais trop sensible au bruit et à cet endroit. Voilà. La première immersion dans Hanoï, elle est assez brutale. Je pense que ça fait cet effet-là à tout le Ouais. monde, que ce soit les urbains ou les non-urbains, enfin peu importe, mais on Mm. est tellement propulsé dans un monde d'odeurs, Mm. de sons, de bruits hyper intense que moi, au début, enfin, je me souvenais quand je suis arrivée à Hanoï, je me demandais vraiment si j'allais pouvoir tenir et rester Mm. 8 mois dans cette ville. J'ai eu le même sentiment en arrivant, c'est un petit sentiment d'oppression. Ouais, Alors moi, je suis arrivée en hiver et j'ai découvert aussi que au Vietnam, dans le nord Vietnam, il fait froid l'hiver. ouais. Il fait très froid. Et t'avais pris que des affaires d'été. Non, non, non. Alors, on nous avait prévenus, mais ce qui est le plus dur, en tout cas pour une personne comme moi, c'est que les logements ne sont pas chauffés Oui, en hiver. Et il n'y a donc, à pas la de... montagne, on avait des températures, par exemple, on avait parfois du 5 degrés et on était en manteau dans le bureau derrière les ordinateurs. Ouais. Et avec de l'humidité aussi, parce qu'à Hanoï, on avait de l'humidité en hiver, mais je sais pas si... Alors, moins qu'à Hanoï, à Hanoï, c'était assez insoutenable, moins qu'à Hanoï, mais ouais, dans les montagnes, il faisait plus frais. Donc, il y a quand même la période de mousson, mais je pense que c'est plus acceptable qu'à Hanoï. Cette coopérative, c'était quoi la mission exactement? La coopération décentralisée, en Ah oui. fait, c'était entre la région Aquitaine et la province de Lao Cai au Vietnam. Et chaque année, ils envoyaient une équipe d'urbanistes travailler sur un projet urbain. Donc, nous, on a succédé à l'équipe qui a fait le diagnostic pour préparer un projet urbain. Et nous, on est arrivé là-bas pour faire le projet. Et globalement, le projet, c'était créer un schéma d'urbanisme et, et de développement urbain et touristique pour la ville de Baca. Donc, ça voulait dire mettre en place une charte architecturale et paysagère, un règlement d'urbanisme, tous les documents Oui. réglementaires qui vont avec, et puis le côté plus compliqué, s'intéresser aussi à la gestion des eaux usées, des réseaux, à la préservation des villages et du patrimoine Un sacré paysager. travail. Voilà, donc oui, oui, c'était un vrai boulot, c'était dense. Et puis, il a fallu apprendre à connaître le territoire. Donc, ça voulait dire prendre des petites motos, Ouais. aller tourner, s'immerger, aller rencontrer les gens dans les villages. Et en fait, on a été en totale immersion tout le temps. En plus, on est arrivé pendant la fête du Tet, euh, qui est l'équivalent du Nouvel An chinois. Donc, pendant un mois, ça a été notre phase d'intégration. On était invités absolument partout chez les gens euh, à manger et à boire. Parce qu'il y a ça aussi beaucoup dans les campagnes. Et, euh, et c'était super. Et avec le recul, hein, j'ai des flashs et des souvenirs ou des images de nos immersions, de nos randonnées où ouais, on se serait cru dans un reportage Arte, vraiment euh, ouais, au milieu des rizières, des montagnes. C'était magnifique comme endroit. Mm. C'était en quelle année? 2015. Ah oui, donc en fait, on a Mm. dû se croiser. Ah, c'est incroyable. J'imagine que personne ne parlait anglais. Enfin, quoique, des fois, il y a pas mal d'ethnies qui parlent anglais pour le tourisme. Est-ce que Ouais. toi, c'était le cas? Les Hmong ne parlent pas anglais. C'est pas les personnes qu'on fréquentait le plus, puisqu'elles vivent quand même dans des villages un petit peu éloignés. Donc, elles mettent des heures pour venir en ville. Nous, on était au contact des Vietnamiens de Baca et très peu parlaient l'anglais. Donc, on était souvent avec des petits jeunes qui travaillaient dans le tourisme. Des fois, on allait les chercher pour qu'ils nous aident à traduire.
Mais sinon, euh, dans cet endroit, les gens ne parlent pas anglais. Donc moi, je me suis retrouvée euh, dans des situations, enfin, il y a eu plein de situations cocasses et assez drôles où bah, il y a eu souvent de l'incompréhension. On allait sur le terrain, on se retrouvait avec un architecte ou un technicien qui allait sur le terrain avec nous et qui tenait son plan à l'envers. Donc, des fois, on se comprenait pas du tout. Pour récupérer aussi les données, c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des étrangers. Et même si on a des accords pour travailler ensemble, euh, c'était très compliqué d'obtenir les infos. Mais on préférait en rire, c'était quand même super drôle. Et puis même sans pouvoir communiquer, en fait, la communication, elle est là, avec le sourire, avec la présence. Et moi, je passais beaucoup de temps avec nos cuistots. En fait, on avait un cuistot attitré qui tenait un petit restaurant. Il avait une femme et des petits enfants en bas âge. Et en fait, voilà, c'est des gens, ils t'accueillent, tu vas cuisiner avec eux, tu gardes le bébé quand il n'y a personne pour le surveiller. Et puis les mots, c'est vraiment de l'anglais élémentaire, c'est le minimum, quoi. Et c'est aller jusqu'à partager aussi des cours de sport avec une Vietnamienne qui ne parlait ni français ni anglais. Alors là, ouais, j'allais faire des cours d'aérobic. Donc elle m'embarquait avec elle le soir et j'allais dans un cours où il y avait que des Vietnamiennes et on n'avait aucun moyen de se comprendre. Donc c'était beaucoup de rire, il y avait des moqueries aussi, voilà. C'est la beauté que j'ai trouvée au Vietnam, c'est que, comme tu le dis, on n'a pas forcément besoin de la langue, les gestes, le sourire, Mm. les expressions faciales. Le... Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont beaucoup dans l'échange, donc je vois tout à fait ce que tu dis. Donc là, tu as dû être complètement déconnecté du monde pendant 8 mois, surtout si tu es très peu allé à Hanoï. Et plutôt à la fin, à Hanoï, D'accord. j'ai mis peut-être 6 mois à commencer à apprécier cette ville. Mm. Ok. Tu faisais quand même des petits allers-retours ou tu es vraiment pendant plusieurs mois, tu es resté dans la campagne, dans les montagnes? Les premiers mois, je crois que je ne suis pas allée à Hanoï. J'ai laissé mes copains y aller tous les deux et moi, je restais au village, comme la bonne villageoise. Je restais à Baca, je veux dire. Et après, on y est allé quelques fois. Après, les distances, mine de rien, c'est quand même 10 heures de trajet. Alors, on prenait des bus de nuit aussi, les bus couchettes. Donc, on arrivait à gagner du temps comme ça. Mais c'était des trajets très longs quand même. Et après, j'ai pu bouger dans le Vietnam. On s'est octroyé quand même quelques jours de congé. J'ai pu aller visiter quelques secteurs du Vietnam. En partant du coup de cette aventure folle, moi je sais qu'en revenant du Vietnam, j'avais l'impression qu'il y avait comme un truc de flottement où je me sens, en revenant en France, j'étais complètement déconnectée, je me sentais, j'avais plus trop de repères. En même temps, je reconnaissais mon pays, mais en même temps, il y avait ce décalage tellement énorme avec le Vietnam. Il y a eu un vrai choc de retour. Toi aussi, tu l'as ressenti, du coup, c'est ce que tu disais au début. Ouais, il y a eu un choc, mais ça a été très violent parce que le choc a été double. Il y a eu le choc du retour, donc le choc culturel, et aussi le choc lié au fait que je rentrais juste dans la vie active. En rentrant du Vietnam, il fallait que je démarre ma vie professionnelle en France, dans l'urbanisme. Et là, ça a été un choc très difficile parce que j'arrivais d'une expérience humaine où il y avait beaucoup de sociologie, d'anthropologie, de contact humain, d'exploration. On était aussi beaucoup en extérieur. Et là, je me retrouvais dans un bureau, en open space, derrière un ordinateur, à faire des règlements d'urbanisme et ça m'a rendue malade. J'ai pas compris du tout le sens de ce qu'on me demandait. Il y a eu une perte de sens totale et j'ai fait une dépression importante qui a duré 1 an, je pense. Et j'ai été quand même très malheureuse de mon retour en France euh, parce que j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Je me retrouvais pas du tout dans le travail, dans ce qui était demandé, il y avait rien de passionnant, c'était ennuyeux, il fallait produire rapidement, être rentable.
efficace. Pas le temps de se questionner, d'explorer, de réfléchir. Peut-être que ça a été une sorte de déclic après sur le reste. Je sais pas trop comment tu l'as vécu, mais parfois ces expériences, quand il y a des choses comme ça qu'on vit mal, ça nous amène à des réflexions, à des questionnements sur nous-mêmes. Mais du coup, ça a été le début d'une grande introspection et d'un travail sur moi qui est toujours présent. Il y a clairement eu une crise existentielle et de là a émergé un besoin de mieux me connaître, ouais, d'introspecter. Et, euh, et voilà, il a fallu que j'aille aussi trouver des solutions, que je me cherche. Ça a mis du temps. Et j'ai essayé de retourner au Vietnam, hein, Ok, euh, parce que j'étais intéressée par les missions de recherche et potentiellement j'étais intéressée par l'idée de faire un doctorat. Donc pendant plusieurs mois, je suis allée à l'école d'archi de Nantes dans un labo et j'ai essayé de préparer tant bien que mal un sujet de thèse. Et puis en fait, ça l'a pas fait parce que j'étais seule, j'étais pas accompagnée, je connaissais pas vraiment ce monde. Je l'ai découvert, le monde de la recherche, et j'ai senti que bah, le fait de vouloir avoir un territoire d'études à l'étranger, c'était plus un prétexte à voyager qu'autre chose. Donc, ça a été très dur aussi d'accepter que j'allais pas faire de l'enseignement et de la recherche. Et du coup, il y a eu aussi le deuil de ça très violent qui s'est rajouté au Vietnam. Et ça s'est soldé par un nouveau voyage. allez. Qui t'a amené? À quel endroit du Au coup? Togo, je suis allée faire une mission humanitaire au Togo. Euh, Mission qui a été compliquée parce que je me suis retrouvée dans une association où j'ai été en grande insécurité tout le temps de ma mission. Et je me suis retrouvée face à un homme qui gérait cette association et que moi j'ai senti dangereux. D'accord. Et donc j'ai évité, je pense, quelque chose de grave au Togo et il a fallu que je cesse ma mission. Alors, pour info, la mission, c'était une mission humanitaire. Donc, une mission humanitaire, grosso modo, on se finance son billet, on se finance sa mission, on choisit une asso ou une ONG parmi toutes les ONG qui existent sur le terrain. On se renseigne au mieux pour essayer de bien tomber. Et malgré ça, je suis mal tombée. Et ça a été un grand apprentissage parce qu'en fait, j'ai découvert toutes les dérives de l'humanitaire. Euh, Tout le trafic d'argent aussi et toute la corruption qu'il existe dans ces pays-là. Et la mission, c'était rénover une école et aussi faire un chantier de gestion enfin une mission de sensibilisation à la gestion des déchets dans les villages. Voilà. D'accord. Mais arriver sur place, bon, outre le fait que sur place, les missions, elles sont compliquées parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens financiers et qu'elles ne sont pas vraiment réfléchies à l'avance. Euh, C'était un contexte insécure et donc j'ai fait le choix de m'enfuir de la mission et d'aller trouver une écoute du côté de l'ambassade où je n'ai pas trouvé une écoute. Donc j'ai atterri chez France Volontaire et en fait j'ai carrément porté plainte parce que il y avait eu des cas de séquestration avant moi et je sentais que potentiellement j'allais en faire partie. Ah ouais. Ah oui. Alors là, je m'attendais pas Voilà. à ça. Ouais. Et, Et ça a et puis porté rentrer ses en fruits, France. le fait de porter plainte comme ça, il y a eu des... Non, 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 Non? c'est un pays très corrompu et on s'aperçoit que qu'en fait ils sont tous de mèche et que moi il ne m'est rien arrivé heureusement, mais j'ai eu écho de cas graves, hein. Ça peut aller du viol au décès ou effectivement à d'autres faits. Alors ça n'arrive pas partout évidemment, heureusement, mais ça peut arriver
Et moi, j'ai porté plainte, pas pour moi, mais pour éviter que ça arrive à d'autres et que ça arrive à des jeunes surtout, parce que j'imagine que des jeunes qui débarquent et qui ont à peine 20 ans et qui Mais atterrissent dans un tel contexte, il y a de quoi être traumatisé. ah ouais. Moi, c'était pas mon premier voyage, donc ça m'a pas traumatisé, mais quand même, j'ai vécu des choses dures. Je vais pas forcément les raconter, Mm. mais plusieurs fois, j'ai cru que ma vie allait y rester, quoi. Ça a tenu combien de temps? Donc, je suis restée un mois et je suis rentrée. Et j'ai fini dans une famille d'expats, un peu sous protection, on va dire. Oui, je vais le dire comme ça, sous leur protection, en fait, dans un quartier de consul, où il y a des milices à l'entrée. Et c'est des gens qui ont du personnel, voilà, soit des gardes du corps, soit du personnel, des chauffeurs privés, voilà. Donc j'ai fini dans ce contexte-là et le choc a été violent parce que je suis passée des villages euh, où il y a de la pauvreté, où il y a rien, à un quartier sécurisé euh, où les gens vivent dans des maisons de 600 mètres carrés avec voilà, tout le standing qui va avec. Et ça a été violent. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour ces gens qui m'ont accueillie. Parce que ça m'a permis de déposer et de ne pas partir, je pense, traumatisée. Et j'ai pu avoir un temps pour raconter, pour déposer, pour qu'ils m'expliquent aussi le fonctionnement de certaines choses dans le pays. Donc c'était chouette. Comme quoi les choses, en tout cas, sont, des fois sont bien faites. En tout cas, tu as eu une bonne étoile au-dessus de ta tête, vu que... Hum, hum, hum. Puis une bonne intuition sûrement. Et, et je me dis, en fait, les jeunes qui ont 18 ans et qui partiraient comme ça, sur un élan de cœur, un peu sur un coup de tête, mais sans Hum. expérience de la vie, avec un petit peu d'innocence et de naïveté, ça peut quand même, ça fait un peu peur. Oui. Oui, moi, quelque part, ça m'a été utile parce que le Vietnam, c'était quand même très soft et très sécure comme pays. On peut laisser son ordi traîner, les portes ouvertes dans l'hôtel. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Au Togo, c'était de l'insécurité permanente. Ouais. Je compte pas toutes les fois où j'ai cru que j'allais mourir et j'avais tout le temps l'instinct de survie. En fait, j'étais tout le temps. Ce qui a été dur, c'est que j'étais tout le temps sur mes gardes et j'ai jamais pu lâcher la vigilance et la veille. Il y avait toujours ce truc en moi qui me disait fais gaffe à toi, préserve-toi, sauve-toi. Euh, et c'était très dur parce que je ne pouvais faire confiance à personne. Et ça, je l'avais jamais vécu avant. Et waouh, c'était Déjà, dur, ouais. bravo d'avoir tenu un mois, parce que tu as dû t'en rendre compte assez vite. Enfin, tu as dû te sentir en insécurité dès le début, j'imagine. Donc déjà, pour tenir un Ouais, mois, dès mon arrivée, dès l'arrivée à l'aéroport, c'était là. ah ouais. Ça t'a pas... J'ai eu cette intuition et j'ai pris sur moi tout le temps en me disant c'est bon, ça va aller. Et puis il y a eu le moment de trop où là j'ai dit il faut que je m'enfuis, il faut que je parte, hein. Ça t'a pas bloqué après pour voyager ailleurs? Parce que du coup, ce genre de Hmm. traumatisme, des fois, ça reste un peu coincé en nous, là, et ça peut nous empêcher d'aller... Ça peut nous couper les ailes, en fait. C'est un peu une expérience traumatisante que tu as vue, que tu as vécue. Hmm. Non, ça m'a pas coupé les ailes, ça m'a donné envie de repartir, mais en étant plus vigilante. Ok. Du coup, l'apprentissage que tu en as tiré de cette expérience humanitaire insécurisante, c'est quoi, par exemple? Eh ben, je me suis pas dit l'humanitaire plus jamais, mais je me suis dit l'humanitaire, j'en ai découvert une face. Mm. Et donc, je suis allée, par exemple, je suis allée dans une ancienne école, euh, dans une école où moi j'avais été élève, sensibiliser aussi des jeunes à ça, des jeunes qui allaient partir en mission pour leur dire qu'il y avait aussi ce côté-là. Voilà, en ayant toujours un regard positif et en alertant sur ce qui se
peut se passer aussi. Et, euh, et en fait, ça m'a incité à, pour la suite des voyages, à pas partir dans des pays insécures. Par exemple, je voulais absolument aller en Amérique du Sud et du coup, j'ai repoussé le voyage en Amérique du Sud, certainement à cause du Togo, parce que je me suis quand même un peu fait peur. J'imagine. Je sais pas comment j'aurais réagi à ta place, mais ça me, ça me fait un petit peu froid dans le dos. Je pensais pas que c'était possible, surtout quand c'est censé être encadré comme ça, de limite Hmm. de jouer sa vie, quoi, sur une mission humanitaire en plus. Moi, j'avoue, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience, donc là, j'apprends des choses. Après cet épisode-là, du coup, tu as pas mal voyagé de ce que je connais un petit peu de ta vie. Est-ce qu'il y a un voyage, je sais pas si tu veux parler de d'ouverture spirituelle à travers un voyage ou quelque chose comme ça, ou Hmm. peut-être que tu n'as pas forcément envie d'en parler. Je te laisse le choix. Non, non, avec plaisir. Après, il y a eu d'autres voyages. Effectivement, il y a eu le Maroc et le Maroc, j'y vais peut-être chaque année parce qu'il y a quelque chose pour moi, il se passe quelque chose au Maroc pour moi. Mais si je dois parler vraiment d'ouverture, ça s'est fait en Nouvelle-Zélande. Mm. La Nouvelle-Zélande, donc je suis partie en 2019. Euh, En fait, j'étais partie pour faire un long voyage à travers différents pays. Donc, je devais aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Indonésie, aux îles Samoa. Et puis, il y a eu plein d'imprévus, dont le Covid. Et donc, je n'ai pas pu poursuivre le voyage et je n'ai pu rester qu'en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai dû faire un choix une fois sur place, quand le Covid est arrivé là-bas. J'ai dû choisir soit de rester, soit d'être rapatriée. Et donc, j'ai décidé de rester sur place parce que j'avais la chance d'avoir un travail et puis j'étais pas en difficulté financière. Donc, à la base, c'était un voyage que tu avais prévu sur plusieurs mois, avec Ouais. tout. Ouais. Donc, et tu t'avais prévu de travailler sur place ou tu t'étais dit, c'est avant tout un voyage vacances Alors, j'avais pris l'option du Working Holiday Visa. Donc, c'est le visa qui permet et de travailler et d'être en vacances sur le territoire. Le visa vacances-travail. Donc, je l'avais pris dans l'intention de pouvoir travailler à certains moments. Mais j'avais pas du tout anticipé que j'allais travailler plusieurs mois d'affilée là-bas. Et encore moins dans le lieu où je travaillais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande pour ressentir un petit peu cette ouverture? Euh, En Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé énormément de temps dans la nature. Ouais, l'ouverture, elle est venue du fait que, je pense, j'étais beaucoup dans la nature et sur le début du voyage, j'ai beaucoup été seule. Et, euh, et donc, les 5 premiers mois, j'ai acheté une voiture aménagée pour faire un road trip, parce que c'est la mode là-bas, tout le monde a son van aménagé. Et, euh, et ça a été une grande déception les premiers jours et les premiers mois, parce que moi, je voyage principalement pour rencontrer des voyageurs, pour rencontrer des gens d'autres cultures, et c'est ça qui m'anime dans les voyages, c'est la rencontre. Et arrivé en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert un mode de voyage très solitaire. Parce que quand on est dans son van ou sa voiture aménagée, en fait, on est solo et on va de spot en spot. On dort sur des aires plus ou moins aménagées et on croise des voyageurs, mais ça n'a rien à voir avec les auberges de jeunesse que j'avais l'habitude de fréquenter. Et du coup, les premiers mois, difficiles parce que je me retrouve la plupart du temps seule. Je fais les randos seule. C'est des longues randonnées, donc c'est de la randonnée qui dure 6 heures, 10 heures. Moi, je suis pas habituée à randonner comme ça. Les quelques randos que je faisais, c'était en Bretagne ou du côté de Bordeaux, donc sur du plat. Donc, je découvre la randonnée en haute montagne. Et donc, il y a toute cette phase finalement qui dure 3 mois où je suis souvent seule face à moi-même.
où je me sens en lutte, parfois en colère, parfois triste. Et je vois que les rencontres se font pas, ça n'arrive pas, et je suis triste de ça. Et donc, je me pose des questions. Je me dis, bon, je vais peut-être écourter le voyage en Nouvelle-Zélande et basculer sur un autre pays qui me parlera davantage, peut-être l'Indonésie, parce que je sens cet appel, et que la Nouvelle-Zélande, bon, culturellement, c'est pas un pays euh, qui m'a forcément plu. C'est très à l'américaine. Par contre, d'un point de vue paysage, c'est juste grandiose et fabuleux, et j'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà. Et donc, c'est au bout de quelques mois, à force d'être souvent seule, de randonner seule, d'être beaucoup dans la nature et de vivre au rythme du soleil, que j'ai senti que quelque chose lâchait. Et ce qui a lâché, c'est qu'en fait, j'avais plus d'attente. Et j'ai senti que j'acceptais ma situation et que j'ai accepté que ça allait être comme ça et que peut-être j'allais pas faire de rencontres. Et étonnamment, c'est quand j'ai accepté, quand j'ai lâché, qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Et quand je dis lâcher, en fait, ça a été même physique. Je me suis retrouvée sur une montagne, le mont Cook, euh, à pleurer, à lâcher des émotions, à lâcher des choses que j'avais jamais pu lâcher avant. Et à cet endroit, j'ai senti quelque chose d'indescriptible, et ça a commencé là, en fait. J'ai senti les énergies telluriques, les énergies de la montagne, euh, si bien que, enfin, c'était magique, hein. J'ai vécu comme une espèce d'initiation dans ce lieu. J'y suis restée peut-être 3 4 jours à randonner, c'était pour Noël. Et en fait, j'arrivais pas à quitter ce lieu. Il y avait vraiment énergétiquement quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Et j'arrivais pas à le quitter, donc j'ai fini par partir. Et puis après, il y a eu les rencontres, les belles personnes sur mon chemin. Et tout s'est enclenché, voilà, sans trop réfléchir. En fait, j'ai lâché. Et puis, donc il y a eu cette connexion à la nature et la solitude qui selon moi, a de l'importance. Si j'avais pas été face à moi-même, je pense que ça n'aurait pas pu arriver. Parce que ça veut dire faire face aussi à ce qu'on veut pas voir en soi et à ce qui est pas toujours agréable. Et euh, et il y a eu aussi l'écriture. En fait, j'avais pris l'habitude pendant mes voyages d'avoir un petit carnet de bord, un journal de bord, et puis j'étais partie avec l'intention d'écrire pendant ce voyage, et donc tous les jours j'écrivais. Et je me suis vraiment pliée à l'exercice, et il y avait un côté hyper chouette d'être le soir dans sa voiture, comme dans un petit boudoir, un espace assez étriqué finalement, tout petit. C'était ma maison. Et tous les jours, j'écrivais un peu sur mon carnet. Et ouais, il y avait un sentiment très apaisant. Et je partageais aussi certains récits sur un groupe que j'avais créé avec certains proches. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au moment où j'ai lâché, mon style d'écriture a radicalement changé. Ah ouais. En fait, j'écrivais des récits de voyage, et au fil du voyage, les récits sont devenus assez satiriques. Et pour moi, c'est devenu comme un exercice de théâtre, en fait, à travers les récits que je partageais. J'osais des styles et des tons que je ne m'étais jamais autorisés. Et en fait, ça a été vraiment comme un exercice de théâtre. J'osais parler avec de l'argot, divulguer des choses de ma vie personnelle, voilà. Et en fait, je me suis laissée embarquer par le flot de l'écriture. Et puis, j'explique pas, mais je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire, en fait, et ça faisait partie de mon quotidien. C'était randonnée, écriture, rencontre. Et ça m'a suivie jusqu'à mon retour et après le retour. Et je pense que ça a été un des voyages qui a le plus ouvert les portes à la spiritualité. C'est beau, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que moi, je me disais plutôt que ce serait, je sais pas moi,
euh, la visite d'un temple ou d'un lieu sacré, ou, même si en soi, en fait, de toute Mm. façon, le lieu sacré, on vient poser des étiquettes à des lieux, mais il peut y avoir des lieux sacrés sans qu'on leur appose de label ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est super beau. Et donc après, ça a changé des choses dans ta vie. Enfin, c'est là où tu as vraiment commencé à aller explorer des pratiques spirituelles ou continuer à... Pas de suite en Pas de fait, suite. parce que j'ai pas vu les choses venir. Ça a pris quand même un an tout ça. Pendant le voyage, je sentais qu'il se passait des choses, mais je ne pouvais pas nommer. Et puis moi, j'avais pas du tout d'ouverture à ça, ni dans mon éducation. Euh, enfin, moi, je viens d'une famille catholique. Puis j'avais fermé la porte à la religion. Mais au début, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait ni à nommer, hein. C'était très curieux. Je sentais des énergies, mais il y a vraiment eu quelque chose de très fort avec la nature et avec des lieux particuliers où j'aimerais pouvoir retourner. Mais par exemple, les montagnes, les volcans, et puis en Nouvelle-Zélande, c'est des lieux quand même assez... euh, enfin, quand c'est des lacs immenses, c'est des lieux complètement préservés et très sauvages en fait. Donc, même s'il y a du tourisme, ça reste préservé. Donc non, j'ai pas pu nommer tout ça. Et c'est une fois rentrée, je suis rentrée en octobre en France. J'avais fait escale à Singapour entre-temps. Je me suis retrouvée au chômage dans une maison de famille près de l'océan toute seule. Et là, il y a un nouveau temps d'introspection qui s'est ouvert. Et donc j'étais seule. Donc j'avais tout le temps de lire, de me former, de faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire, de me reposer de ce voyage parce que quand on rentre aussi, on est crevé. Le voyage nomade, c'est fatigant. Alors, entre-temps, quand même, j'ai été sédentaire pendant 6 mois à Auckland parce que je travaillais à Auckland en restauration. Donc je me suis posée dans une auberge. D'accord. Mais dans cette auberge, c'est pareil. J'ai rencontré des, des gars qui venaient d'Amérique du Sud et on a commencé à parler de plein de choses en lien avec la spiritualité et avec leurs pratiques. Mais pareil, je ne voyais pas venir le truc. Mm. Et c'est une fois rentrée, euh, un mois après mon retour, j'ai commencé à avoir des pics d'angoisse très forts et à pas me sentir bien du tout et à ne plus dormir. Et, et en fait, il y a eu une expérience, on va dire, je vais l'appeler éveil, même si certaines personnes euh, ne sont pas OK avec ce mot-là, mais moi je vais l'appeler comme ça. J'ai eu une expérience d'éveil suite à euh, un appel téléphonique. Et... Alors je ne vais pas le raconter là, parce Mm. que je pense que ça fait l'objet de peut-être d'un autre temps, mais ça a été une expérience violente, un peu traumatisante. Euh, mais il y a eu une totale transformation. Et déjà, je suis revenue de mon voyage transformée. Ma famille avait quand même beaucoup de mal à me reconnaître. J'étais revenue très changée, très affirmée, pleine d'énergie. Et après, il y a eu cette expérience-là qui est venue ouvrir encore d'autres choses. Et suite à ça, j'ai passé 10 mois dans cette maison à lire, écrire, suivre des sommets, des conférences, me former et laisser libre cours à ma créativité. Et c'est par la créativité que les portes ont continué à s'ouvrir et que j'ai vécu de magnifiques expériences, voilà, des moments de grâce. Et dans tout ça, il y avait la créativité, l'écriture qui était au centre de ça, mais pas que. Et beaucoup d'immersion aussi dans la nature, notamment à l'océan. Je trouve ça toujours assez incroyable de voir à quel point les voyages peuvent nous transformer à ce point.
Et souvent, en fait, j'ai l'impression que c'est le retour, entre guillemets, à la vie normale qui vient nous confronter à quelque chose et qui vient faire changer des choses. En fait, il y a le voyage en lui-même, mais j'ai l'impression quand même que le retour du voyage a un rôle aussi assez fort. Hmm. En tout cas, dans ton expérience, j'ai l'impression que c'est le cas. Et moi, quand j'essaye d'y réfléchir, j'ai l'impression aussi quand même. Merci beaucoup pour tous ces partages. J'aurais tellement envie qu'on aille approfondir l'Inde, l'Égypte, tous Oui, bon, alors dernièrement, dans cette perspective-là, il y a aussi l'Inde, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre échange. pour éviter que ça fasse trop long. Mais c'est sûr que il y a tellement de choses que tu as visitées, tellement de pays que tu as traversés que j'aurais envie qu'on aille de t'écouter sur plein d'autres expériences. Si tu avais un mot, alors soit quelque chose que tu as envie de partager pour conclure sur tes voyages ou Hmm. un message que tu voudrais faire passer. Pour moi, mes voyages, ça a été un vrai chemin libérateur. Et c'est les voyages qui m'ont permis, en fait, pardon, de m'ouvrir au monde, aux autres, de mieux me connaître. Je pense qu'à l'heure actuelle, les voyages, c'est ce que j'ai de plus riche dans ma vie. Tellement il y a eu des moments uniques, des moments fabuleux, des moments difficiles. Et par rapport à mon expérience, j'ai vraiment la certitude que les voyages ont tous été des apprentissages. Euh, Ils sont pas sur mon chemin pour rien. Les destinations choisies sont pas là pour rien. Et en fait, je suis vraiment allée nettoyer et libérer des choses dans chaque voyage et me reconnecter à une part de moi dans chaque voyage. Et, euh, et donc pour moi, les voyages font partie vraiment de mon chemin d'introspection. En fait, c'est ma façon à moi d'introspecter qui je suis aussi au travers des autres. Une très belle conclusion. Merci beaucoup Anaïs. Et Ben, puis, merci à toi, Elodie. avec grand plaisir pour te retrouver éventuellement pour un nouvel épisode de podcast. Mais merci pour tous Mm. tes partages. Ça me fait moi-même cheminer sur plein de choses. Donc merci énormément pour ta sincérité et pour nous avoir partagé tout ça. Ben, merci pour tes questions que j'ai trouvées très belles, très parlantes, que parfois je ne me pose pas. Et merci pour ton écoute et ta douce présence. Merci.